Deux invités, pas de présentateur, juste un principe, ce sont eux qui mènent le débat, exactement comme ils l'entendent. Avec en aparté une question, qui êtes-vous ? Je suis Pascal Ferré, je suis agriculteur, producteur de lait à proximité de 40 ans dans la Manche. Et je suis aussi responsable professionnel, vice-président de la FNSEA en charge de l'environnement, de l'alimentation et du développement durable. Deuxième invité, même question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Marcel Mazoyer, je suis d'origine paysanne et rurale, je suis agronome, professeur à l'université de Paris. J'ai été chef du département d'économie de l'Institut national de la recherche agronomique et j'ai été aussi président élu du comité du programme de la FAO. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Bon, la fin des paysans aujourd'hui fait partie des grands mots depuis une dizaine d'années. Le grand choc du départ des agriculteurs en grande quantité, c'est les années 60, les années 70. La révolution agricole avec la loi de 1962 a fait qu'effectivement on a fourni énormément de bras à d'autres activités. Et aujourd'hui, la question se pose de fixer des paysans sur un territoire plutôt que d'annoncer leur fin. L'autre question qu'on pourrait poser, en jouant un peu sur le mot, c'est la fin. Ce qui est plus choquant pour nous, agriculteurs, que je suis de l'Europe, c'est de voir aujourd'hui des continents dont les paysans meurent de faim. On peut l'interpréter dans les deux sens parce que je crois que le début d'une fin d'un monde, d'une civilisation, d'un territoire, c'est quand ceux qui travaillent pour nourrir une population ne sont plus dans le cas eux-mêmes de se nourrir. Ce qui est clair, c'est qu'au XXe siècle, l'industrie, la grande industrie et la recherche organisée ont fourni aux agriculteurs, qui avaient les moyens de les acheter et de les mettre en œuvre, des moyens de production extraordinairement puissants et efficaces. Des tracteurs qui ont commencé à 15 chevaux et qui aujourd'hui sont à 200, 300 ou 400 chevaux. Des semences et des engrais et des produits de traitement qui ont fait que les rendements sont passés de 1 tonne et demie il y a 70 ans à presque 10 tonnes aujourd'hui. Alors, ça a donné un coup d'accélération formidable à la production, à la productivité et je dirais aussi à la baisse des coûts de production qu'on oublie souvent de mettre dans le tableau. Alors, évidemment que pour les paysans qui étaient dans des régions difficiles ou qui étaient trop petits pour investir, etc., ils sont restés à la traîne et ils ont subi les contre-coups des gains de productivité et des baisses de prix provoquées par cette productivité croissante. Et puis, les politiques agricoles productivistes ont poussé encore dans le même sens. Il faut quand même bien rappeler que si le modèle agricole européen est devenu ce qu'il est devenu, c'est qu'il y a eu une volonté politique dans les années 60 d'abord de donner à manger à sa population, dont personne n'y voyait de malice. Et c'est vrai que l'agriculteur s'y est adapté, la formation, les moyens technologiques tels que vous rappeliez nous ont permis effectivement de relever tous les défis. Et quand on dit aujourd'hui le productivisme agricole, les agriculteurs sont des productivistes, je dirais jusqu'à hier, je n'ai jamais rougi de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Et je trouve même qu'on est un peu ingrat vis-à-vis des agriculteurs. On a nourri une population à pas cher, il faut quand même oser le dire, avec des produits de plus en plus de qualité, avec des diversités territoriales importantes, et fait qu'aujourd'hui, dans d'autres pays du monde, on envie l'agriculture française ou l'agriculture européenne. Alors que chez nous, c'est quasiment un procès permanent qui est fait à l'agriculture conventionnelle, même si effectivement nous avons dans le même temps généré un certain nombre de dégâts à l'environnement, à la biodiversité. Mais je dirais, fallait-il encore nous prévenir, nous avertir, c'était pas le défi du moment. Nous avons un nouveau défi à relever et au travers de ça, je crois que le productivisme est peut-être un mot à bannir. Je ne bannirai en tant que paysan jamais le terme productivité. La productivité du travail, la productivité de la recherche font partie aujourd'hui du commun des mortels et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi l'agriculture devrait se contenter de regarder son avenir avec un rétroviseur. Ce qui est clair, c'est que ça a des effets moins souhaités ou moins prévus, qui étaient numéro un que la baisse des prix due au gain de productivité des uns,
provoquait petit à petit la marginalisation, puis la non-rentabilité, puis l'exclusion des autres. Les paysans des régions de montagne, si on ne les avait pas aidés, il n'y en aurait plus. Il n'y en aurait plus. Même dans mon Morvan natal, il n'y en a plus beaucoup. Deuxièmement, tous ces moyens très puissants qu'on a utilisés en croyant faire pour le mieux, il s'est avéré aussi qu'au-delà d'un certain seuil, il y avait des inconvénients. Il y a des inconvénients à un excès de mécanisation et de travail du sol. Il y a des inconvénients à un excès d'utilisation des engrais minéraux, et même des engrais animaux d'ailleurs. Quand on en met trop, ça fait pas que du bien. Toute allusion à un territoire est proscrite. Hein. Oui, on s'en prend pas aux Bretons quand on dit ça, bien sûr. Mais et puis, les pesticides, 80% des pesticides utilisés il y a 40 ans sont aujourd'hui interdits. Et sans doute que les 3/4 de ceux qui sont utilisés aujourd'hui seront interdits dans les 20 ans qui viennent. Donc, quelque part, on cherche à obtenir les meilleurs résultats économiques et alimentaires possibles. Et puis, il y a des excès, c'était peut-être mal régulé, qui fait qu'une partie des paysans en souffrent. Et surtout, ils en souffrent à partir du moment où leur exclusion de l'agriculture va se traduire dans un climat de chômage. À partir des années 80, ça devient gênant d'exclure des agriculteurs. Il y a vraiment deux sujets qui me préoccupent. Il y a un problème environnemental d'un côté qu'il faut régler rapidement, et il y a un problème de santé sanitaire lié à l'utilisation des phytosanitaires. Parce que nous sommes dans l'année de la biodiversité, et tout élément de biodiversité qui disparaît, on ne le reverra pas, on ne peut plus corriger ça. Et c'est de là que la puissance publique doit revenir au centre du débat. Il n'est pas normal qu'en France et en Europe, nous n'ayons plus d'agronome de renom. Et il faut remettre de l'agronomie au cœur de notre métier. C'est pas normal que nous n'avons plus aujourd'hui de véritables chercheurs ou scientifiques qui ont délaissé des pans entiers en confiant, je pense par exemple à l'INRA, au CIRAD, des instituts merveilleux qui ont créé l'agriculture moderne et qui aujourd'hui, sous l'abandon de la puissance publique, a été délégué toute la recherche, la protection des plantes, la recherche variétale, etc. Nous sommes en train de donner notre savoir collectif à des firmes que je respecte éminemment parce qu'elles ne font que de remplir une mission que l'État ou la puissance européenne a délaissée. Et ça, c'est profondément regrettable pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Créer les conditions scientifiques, techniques, pour conserver les gains de productivité et la production dont on a besoin, tout en corrigeant tous les excès qu'on a commis avant, c'est un travail de recherche considérable et qui est nécessaire pour l'avenir. C'est pas exactement le même qu'il y a 20 ou 30 ans, où on cherchait le maximum à tout prix, si j'ose dire. Aujourd'hui, on sait qu'il faut conserver les acquis en supprimant tous les excès. Deuxièmement, faire que l'évolution des exploitations agricoles, que les progrès de celles qui progressent ne nuisent pas inconsidérément à celles des régions difficiles et aux petits agriculteurs qui restent et qui sont totalement nécessaires dans notre paysage, je vais dire, dans nos territoires et dans notre paysage social, parce que ça ne sert à rien de supprimer des agriculteurs pour fabriquer des chômeurs. Je trouve que c'est pas le moment de faire ça. C'est le moment d'encourager des politiques diversifiantes. L'agriculture des années 60, que je respecte éminemment, parce que c'est celle qui m'a formé, qui m'a nourri, est arrivée au bout de son premier souffle. Le deuxième souffle, c'est de garder un modèle de production de masse, mais sans négliger les productions locales, sans négliger les productions dans les territoires les plus difficiles, les plus reculés, où ces agriculteurs-là, ces gens-là, font vivre une symbiose, ils font vivre un artisan, ils font vivre une école, ils font vivre aussi un territoire, un savoir-faire. Et ils font vivre aussi ce que beaucoup de gens ignorent. C'est une diversité, une biodiversité absolument remarquable, animale, végétale, domestique, culturelle. Et ça, ce savoir-là, il faut absolument le préserver. Et c'est vrai que je préfère voir un petit paysan dans le Morvan travailler et vivre de son métier que de voir un chômeur s'agglomérer un peu plus dans une ville, même à proximité de ce beau Morvan. Et c'est là que, par moment, je me dis que on doit recréer, retisser un lien de confiance entre le monde agricole et la société. Et je le dis pourquoi, c'est que de plus en plus de jeunes ne veulent plus faire ce métier. Et pas que pour un problème d'astreinte, de contrainte, de financement ou de revenus. Tout simplement, c'est que d'être trop souvent pointé du doigt comme des victimes expiatoires permanentes use. Et on doit redonner une âme à ce métier, et cette âme, c'est d'être fier de ce qu'on fait.
Et aujourd'hui, quand je vois dans d'autres continents la fierté qu'ont les hommes et les femmes à cultiver des terres, dans des conditions beaucoup plus éprouvantes que les nôtres, doit quand même nous amener à réfléchir, et notre savoir, il faut quand même le partager. L'écologie frein au moteur, c'est une excellente question. J'adore ce type de questions parce que ça dépend de quel côté on se place. Pour un certain nombre de gens comme nous, je serais amené à considérer, enfin comme responsable, nous on n'est pas au-dessus du lot, l'écologie, la protection de l'environnement, c'est un nouveau souffle pour notre métier. Moi, je suis au bout du premier métier, produire, faire des quintaux de blé, des litres de lait, des tonnes de viande, on sait faire. Maintenant, ce qui va devenir intéressant, c'est de pouvoir le faire en réhabilitant, en restaurant, en réanimant ce que nous avons un peu égratigné du doigt, du coude. Vous parliez tout à l'heure à juste titre de l'agronomie. Tout le monde parle de l'air, de l'eau, à peine du sol, mais jamais du sous-sol. En fin de compte, il n'y a que le sous-sol d'intéressant, c'est lui qui nous nourrit. Je suis moi-même agriculteur et depuis 17 ans, j'ai banni la charrue. Je suis en technique simplifiée. Pourquoi ? Parce que j'ai bien mon tracteur, mais je me suis aperçu que sans labourer, je pouvais aller sur mes champs. Et au bout de 3 ans comme ça, j'avais à peu près plusieurs milliers de kilos de vers de terre, de lombric qui travaillaient à ma place. Pourquoi mettre du fioul, du tracteur et de la charrue quand ces animaux travaillent pour moi, au noir, dans le sous-sol, et de plus favorisent la production de mon sol, la productivité ? Plus d'érosion, un sol peureux donc qui absorbe de l'eau, et en plus, il me rend des belles récoltes. Je trouvais que c'était formidable. Et en fin de compte, on n'invente rien. On ne fait que de redécouvrir ce que nous avons oublié il y a 30 ou 40 ans. Et par contre, sur l'écologie, sur l'environnement, c'est un autre sujet. Il faut repenser notre modèle. Moi, je dirais que le problème agroécologique est très important. C'est clair qu'on va vers un abandon avec interdiction ou un abandon volontaire de toutes les techniques qui sont nuisibles au sol, aux nappes, à l'environnement, voire nuisibles dans certains cas à la qualité des produits. Et il y a les choses franchement dangereuses qui seront petit à petit interdites, et le plus tôt sera le mieux, c'est clair. Et puis il y a celles dont les excès simplement sont dangereux, dont l'usage modéré, raisonné deviendra la règle. Alors, est-ce que c'est un moteur ou un frein ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans certains cas, ça va produire une baisse de rendement, une baisse de productivité, une baisse de revenus. Et on ne peut pas demander au monde agricole, ici ou ailleurs, de réduire ses revenus pour des raisons écologiques, de réduire sa productivité, tout en lui imposant des prix qui sont déjà pas supportables en l'état et qui le seront de moins en moins. Et donc, là, on irait très vite si on réduit les gains productifs tout en réduisant d'un autre côté les prix et les revenus, on est dans une espèce de contradiction insoluble. Alors, deuxièmement, il n'empêche que par rapport à ça, peuvent se développer des alternatives qui consistent à produire en utilisant de moins en moins la mécanique, le pétrole, les engrais, les pesticides, etc. Mais à ce moment-là, à condition d'avoir un second marché, qui est un marché de l'agriculture, on va dire, biologique ou presque biologique, mais qui est un marché qui, lui, a des prix qui sont 1,5 fois ou 2 fois le prix des autres. Donc, quelque part, alors, c'est compliqué. Enfin, je veux dire que le passage à une agriculture écologique très raisonnée, très raisonnable et durable exige de revenir, à mon avis, à des politiques de prix qui permettent aux agriculteurs de supporter. Sinon, on va avec un secteur qui va produire des produits plus chers, mais qui ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde, parce que les produits plus chers, il faut les moyens de les acheter. Alors, le bio, c'est très bien, et tous les agriculteurs sont peut-être prêts à en faire, à condition que tout le monde puisse les acheter. Actuellement, le marché du bio, c'est de l'ordre de 10%. Ça veut dire qu'il y a 10% de la population française qui peut s'acheter du bio, et que les autres, pour une raison ou pour une autre, ils ne font pas ce choix. Donc, quelque part, c'est moteur pour une nouvelle agriculture moins intensive, on va dire, ou moins productive, si on veut, mais plus chère. Et puis d'un autre côté, il y a la contradiction entre la politique des prix, la politique des échanges internationaux, et puis les exigences écologiques et sanitaires qu'on impose
à nos agriculteurs, alors qu'elles ne sont pas imposées de la même manière aux quatre coins du monde. Mais ne pensez-vous pas que là, il y a un vrai problème, un vrai défi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une Europe quand même qui s'inspire de plus en plus des politiques anglo-saxonnes, de plus en plus libérales, où l'agriculture, c'est plus une nécessité. L'agroalimentaire est prioritaire. Pourquoi les agriculteurs abandonnent des territoires difficiles, etc.? Parce que les politiques d'accompagnement ou de reconversion de l'agriculture sont des politiques qui datent d'il y a 25 ou 30 ans. Je veux dire dans mon propos, quand on parle de politique socio-structurelle, c'était quoi? D'accompagner les productions, les céréales, la viande, le lait, d'aide financière pour soutenir les marchés ou inciter les producteurs à produire. Mais ça ne pouvait pas convenir à tout le monde. Et donc il y a eu de créer, à l'initiative en général de la France, des politiques liées à la montagne, des politiques liées aux territoires difficiles, des politiques liées à l'aménagement de ces territoires, ce qu'on appelle les politiques du deuxième pilier, l'aménagement rural. Mais ces politiques sont des politiques dites contractuelles, avec une durée de vie très courte, alors que l'agriculture s'inscrit dans la longueur, dans le temps. Et c'est là que je compte beaucoup sur le Parlement européen pour redonner une âme à cette agriculture européenne qui pourrait redevenir un véritable moteur. On ne sera jamais une production agricole comme aux États-Unis, comme au Brésil, comme en Argentine, avec peu d'agriculteurs, mais des grands territoires. L'agriculture française, l'agriculture européenne, c'est une agriculture basée sur beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, sur des surfaces petites ou moyennes, avec ce qu'on appelle une notion de proximité. Et ça me paraît fondamental. Et par rapport à la question qui est posée sur l'écologie, l'environnement, faut-il encore que l'Europe nous donne les moyens d'aller sur les nouvelles technologies? Alors, je vais être franchement provocateur. Dès que vous parlez du terme OGM aux biotechnologies en France, voire dans quelques pays de l'Union européenne, vous vous faites étrangler. De quoi? C'est comme si on faisait revenir les opposants de l'électricité et du chemin de fer à vapeur il y a un siècle et demi. C'est exactement du même tonneau. Réduire les phytosanitaires, réduire les engrais. Encore faut-il que pour garder la productivité de nos plantes, peut-être regarder dans la recherche, sélection variétale, il y a seulement des choses à créer. Et je sens, moi, et là ça serait peut-être un petit coup de canif à l'Européen convaincu que je suis, c'est qu'on a laissé trop souvent notre avenir dans la main des technocrates parce que le politique ne faisait plus son travail, alors qu'aujourd'hui il faut remettre de la politique au cœur du sujet, la vie de la cité, pour qu'effectivement et le Parlement et la Commission, en nous écoutant, puissent aller et reconstruire ou construire la politique des 20 ou 25 ans à venir. C'est une ambition que j'exprime, c'est un besoin que l'on a, mais c'est aussi une nécessité. La société, pour l'instant, nous le demande. Demain, elle l'exigera. Changer les règles internationales, oui et non. Nous faisons partie, à la FNSEA, de ceux qui pensent que vaut mieux avoir l'Organisation mondiale du commerce que de rien avoir. Pourquoi? C'est que ça permet d'avoir une centaine de pays qui se rassemblent, qui se discutent, qui se chamaillent, mais qui essaient d'établir une gouvernance mondiale. La vraie question, c'est quelle politique on faisait au GATT autrefois, quelle politique on fait aujourd'hui à l'OMC, puis surtout quelle politique on fait agricole et alimentaire on fait dans les pays. Donc c'est pas, je ne mettrai pas la question de quelles sont les structures qui s'en occupent au premier lieu. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'aux années 90, on va dire, les pays, la France, l'Union européenne, avaient le droit d'avoir des politiques agricoles, au premier rang desquelles il y avait les politiques de prix payés aux agriculteurs, qui était le prix de revient si ces agriculteurs étaient suffisamment compétitifs pour ça. Ce qui se passe à partir des années 90, c'est qu'on établit le libre-échange, on tend à établir le libre-échange, ce qui revient à aligner le prix payé aux agriculteurs de tous les pays du monde, de toutes les régions du monde, de les aligner progressivement sur le prix de revient des 10, 15, 20% les moins chers, les plus compétitifs du monde. Parce que c'est eux qui approvisionnent le marché international, c'est eux qui font le prix, c'est eux qui ont les capacités de production, c'est eux qui ont les prix les plus bas, et ils occupent le terrain. Et le marché international, c'est 10, 15, 20% du marché global, de la totalité de ce qu'on produit. En réalité, sur le marché international, on met en compétition des agricultures qui, comme l'agriculture argentine ou ukrainienne, peut produire des céréales à moins de 100 € la tonne, et des agricultures européennes qui peuvent guère la produire à moins de 150 ou 250 € la tonne, des agricultures africaines qui peuvent à peine la produire à 400, 500 € la tonne. Alors ça a un effet absolument désastreux
sur les paysans des pays du Sud, mais ça aurait un effet tout aussi désastreux chez nous si on n'avait pas eu instauré des aides compensatoires à la baisse de prix résultant de l'aliment progressif sur le marché international. Et c'est bien là qu'on fabrique, en quelques générations sans doute, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais une espèce de faim des paysans. En tout cas, on appauvrit des millions de paysans, on en affame une grande partie, et on provoque un exode qui rendra totalement impossible le plein emploi à l'échelle de la planète dans les décennies à venir. Seule l'Union européenne et les États-Unis, pour compenser la baisse de prix qui résultait de la mise en place progressive du libre-échange, ont des moyens de subventionner leur agriculture. Voilà, parce que c'est des pays qui ont les moyens de le faire. Voilà, mais les autres ne les ont pas. Donc moi, ce que je dirais, ce qu'il faut, c'est que le G20 décide de changer cette orientation politique-là. Ensuite, l'OMC, ce n'est jamais qu'une organisation, un secrétariat international des négociations qui sont entre les pays, mais c'est quand même la responsabilité des pays qui gouvernent le monde. Alors, on annonce la continuation du libre-échange et la suppression à terme des aides. Donc là, on va vraiment mettre toute l'agriculture européenne dans une très grande difficulté. J'ai rien à retirer à ce que vous dites. Vous avez, par contre, fortement parlé du G20. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est remettre une gouvernance mondiale. On ne peut pas traiter l'acier, le pétrole ou les matières premières comme on pourrait traiter le blé. Le blé est une matière alimentaire. Et si on ne veut pas revivre les émeutes de la faim d'il y a 3 ans, il va falloir mettre en place un certain nombre de pratiques. Et ça, c'est de la régulation mondiale. Il va falloir aussi arrêter de parler du protocole de Kyoto. Il faut arrêter de parler du sommet de la Terre et du protocole de Rio en 1992, si dans le même temps, on ne met pas un peu de gouvernance mondiale sur la biodiversité, sur l'environnement. Il va falloir aussi permettre à chaque territoire, à chaque travailleur d'avoir une couverture sociale. Enfin, on ne joue pas dans la même cour. Vous exploitez aujourd'hui des salariés ou des paysans brésiliens pour vous faire du sucre, de la canne, de l'éthanol ou de la viande bovine à pas cher. Comment voulez-vous que chez nous, on puisse lutter? Alors, non seulement on les affame chez eux, mais en plus, chez nous, on finit par virer nos territoires de la production agricole. Je pense que là, il y a effectivement un vrai sujet de gouvernance. Il faudra des règles, et ces règles doivent être appliquées. Le plus bel exemple, c'est les pseudo-libéraux américains. Il y a un sujet, il y a un continent qui aujourd'hui n'accepte pas de mettre sur la table son indépendance alimentaire, ce sont les États-Unis. Il n'y a pas plus protectionniste qu'un Américain quand il s'agit de se nourrir. Et cet exemple-là fait que pourquoi les Américains réussissent et l'Europe ne réussit pas? Parce qu'il y a autant de voix à l'Union européenne qu'il y a quasiment de pays. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est quand même bien le maillon faible de l'histoire. L'agriculture ne sera jamais un bien marchandable. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, nous laissions faire les majors de la finance internationale, qui sont bien plus puissants que tous les pays réunis, et qui aujourd'hui décident de faire tomber le prix du blé à 90 $ la tonne, et 6 mois plus tard, le monter à plus de 300 $. Ça, c'est impardonnable. C'est clair. Il faut revenir à des politiques agricoles nationales ou régionales, et il faut en plus, sans aucun doute, une politique mondiale, une régulation mondiale. Mais ce n'est pas du tout celle qu'on fait depuis 20 ans. Ça conduirait, si c'était conduit unilatéralement pendant une génération d'eux, à effectivement la fin des paysans. Mais alors ça voudrait dire qu'on a 3/4 de la population, on dit dans les villes, mais ça ne serait pas dans les villes, ça serait dans les bidonvilles. Parce que de toute façon, les autres secteurs sont bien incapables d'absorber le chômage existant déjà à l'échelle de la planète, et ils seront encore bien plus incapables de l'absorber si on multiplie par 2 ou par 3 l'exode agricole. Et donc, moi, alors, aux États-Unis et en Europe, on a eu les moyens de compenser un peu pendant un certain temps cette baisse des prix agricoles qui aurait mis en déficit les 3/4 des agriculteurs français, il faut le savoir, ça. Hein, mais maintenant, on les menace aussi de supprimer les aides aux revenus qui étaient faites au départ pour compenser la formidable baisse de revenus qui allait résulter de l'acceptation du libre-échange international. Donc, la grande logique de la fin des paysans, elle se joue sur ce fond-là. Et alors, en Europe,
Je pense qu'on n'a aucun intérêt dans des pays comme la France, l'Angleterre, etc., à réduire encore le nombre des paysans. Pour être concret, je dirais que dans mon village, je ne sais pas comment on ferait. Il y avait 20 fermes quand j'allais à l'école, il en reste une, quoi. Moi, je dirais que l'avenir, plutôt que la fin des paysans, ne sera garanti que si on revient à des prix correspondant au coût de production des Européens. Il ne faut pas demander en Europe les prix qu'il faudra faire en Afrique, et peut-être même qu'aux États-Unis, ils peuvent, dans une certaine mesure, avoir des prix un petit peu plus bas qu'en Europe. Mais imposer le même prix à tout le monde, et qui en réalité, au fond, est le prix de revient du grand capital investi dans l'agriculture aux quatre coins du monde, la délocalisation de la révolution agricole, il ne faut jamais oublier qu'elle a été d'abord première et plus puissante que la délocalisation des industries. Elle a commencé en 72-75. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que demain, l'Europe, la Méditerranée, enfin proche, puisse, avec quelques pays de l'Est encore, puisse représenter une densité politique suffisamment forte pour créer un espace de vie, un espace plutôt protégé? Les Américains sont en train de le faire. Les Chinois, les Indiens sont en train de le faire. L'Europe a gouverné le monde pendant plusieurs siècles sans s'en rendre compte, même si elle le savait, en faisant la guerre, en mettant des technologies. Après, d'autres continents ont pris notre place, particulièrement les États-Unis. Maintenant, l'échiquier politique est en train de se déplacer. La démographie, elle est où? Elle est en Inde, elle est en Chine. La croissance, elle est où? Elle est en Inde, elle est en Chine. On sent que les curseurs sont en train de se déplacer. Mais l'agriculture ne se baladera pas. Moi, je peux vous dire où sera le monde agricole dans les 100 ans à venir. Là où il y aura de l'eau et des terres fertiles, et des hommes et des femmes. Ça veut dire que déjà en Chine, vous allez éliminer les 2/3 du territoire. Le désert de Gobi avance tous les ans un peu plus. L'eau est gaspillée. La Chine ne pourra pas, et c'est déjà le cas, nourrir sa population. L'Inde a un problème d'eau et de ressources en eau sur une partie de son territoire. Le nord de l'Europe et l'Europe dans son ensemble restera un Eldorado, entre guillemets, agricole, parce que nous sommes une zone tempérée. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, là aussi, c'est anticiper le réchauffement climatique, anticiper la délocalisation de la population, et permettre effectivement à ce que, sans donner des leçons, l'Europe incarne un nouveau modèle, une volonté politique. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.